Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs anciens de Jefferson High School, un établissement centenaire de Saint-Louis, le bois des portes grinçait sous les mains des élèves et les vitraux laissaient filtrer une lumière dorée les matins d'automne. C'était une école prestigieuse, où chaque promotion portait le poids de la tradition, de l'excellence, et des attentes silencieuses. Parmi les figures les plus redoutées de l'établissement, le professeur Richard Barnett, 54 ans, imposait le respect. Il n'était pas du genre à hausser la voix. Il n'en avait pas besoin. Son regard perçant suffisait à figer une classe entière. Toujours vêtu d'un costume gris foncé, cravate rayée, chaussures impeccablement cirées, il incarnait une certaine idée de l'ordre et de l'autorité. On racontait que certains élèves, même brillants, avaient fondu en larmes sous ses remarques glaciales. Depuis 27 ans, il enseignait la physique comme on apprend à survivre dans un monde dur, sans place pour la faiblesse, sans récompense pour l'effort insuffisant. Il répétait souvent : « Je ne prépare pas des étudiants. Je forme des esprits capables. » Il tolérait l'erreur si elle était méthodique, mais méprisait la paresse, la désinvolture, et plus encore, l'insolence. Pour lui, le respect se gagnait. Et peu d'élèves, très peu, osaient lui parler hors des questions strictement scolaires. Ce lundi matin d'octobre, l'air était sec, et les feuilles mortes s'accumulaient devant les grandes fenêtres du bâtiment principal. La porte de la salle 214 s'ouvrit lentement. Dans un murmure discret d'élèves déjà assis, un nouveau visage entra, Malcolm Evans. Il était mince, un peu plus petit que les autres, avec une démarche posée, presque trop calme. Son regard balayait la pièce non pas avec peur, mais avec une forme de concentration intérieure. Il portait un pullover propre mais sans marque, un pantalon beige soigneusement repassé, et des baskets blanches sans motif. Aucun bijou, aucun artifice. Rien qui crie. Tout en lui semblait dire : je suis là pour observer. Mais ce qui attira l'attention de quelques élèves, ce fut le carnet de cuir brun qu'il tenait contre lui. Usé sur les bords, bourré de papier dépassant des pages. Comme s'il portait un journal intime, ou un laboratoire de pensée. Il ne le lâchait jamais. Assis à son bureau, le professeur Barnett leva brièvement les yeux. Il le vit. L'analysa. Et n'éprouva aucun intérêt. Un garçon noir, inconnu. Réservé. Nouveau. Peut-être un transfert d'un lycée en difficulté, comme il y en avait beaucoup ces derniers temps, dans le cadre du programme d'intégration du district scolaire. Il détourna le regard aussi vite qu'il l'avait croisé. « Place-toi là. »« 3e rang, dit-il sèchement, sans même pointer du doigt. La voix, ferme et détachée, coupa net les murmures dans la classe. Ce fut tout. Aucune question, aucune introduction, aucun mot de bienvenue. Juste un ordre. Comme on range une pièce de mobilier dans un plan de salle déjà établi. Mais dans l'esprit du professeur Barnett, le jugement était déjà formé. Ce garçon, pensa-t-il, allait probablement avoir besoin d'encadrement strict. Il avait vu tant d'élèves comme lui, des jeunes en difficulté, que l'on surprotégeait, que l'on excusait, mais qui finissaient par décevoir. Il ne connaissait rien de Malcolm. Ni son dossier. Ni son passé. Ni ses capacités. Mais il avait vu sa couleur de peau, ses vêtements modestes, sa discrétion. Et sans même s'en rendre compte, il avait rangé Malcolm dans une case. Celle des élèves moyens. Peut-être travailleurs. Peut-être rêveurs. Mais certainement pas brillants. Encore moins dangereux pour son autorité. Il ne savait rien de lui. Pas encore. Malcolm Evans avait connu plusieurs déménagements dans sa courte vie, mais celui-ci avait été le plus difficile. Ils avaient quitté Lexington, dans le Kentucky, après que son père, Marcus Evans, eût été transféré dans une autre usine, à des centaines de kilomètres. La famille avait fait le choix de se séparer temporairement pour permettre à Cynthia, la mère de Malcolm, de garder son poste d'infirmière en soins intensifs dans un hôpital de Saint-Louis. Elle travaillait de nuit, dormait quelques heures le matin, se levait pour aider Jelen, le petit frère de 7 ans, avec ses devoirs, préparait le dîner, puis repartait. Malcolm, l'aîné, tenait la maison la plupart du temps.
Leur nouvel appartement était modeste, dans un quartier en mutation. Les sirènes de police y résonnaient parfois au loin, mais l'intérieur du logement, lui, était un sanctuaire de silence et de savoir. Les murs étaient couverts d'étagères, biographies de scientifiques, romans de science-fiction, encyclopédies, et des vieux manuels de physique achetés d'occasion. Le salon sentait toujours un mélange de cire pour parquet, de café et de lavande. À table, on ne parlait pas de télévision, mais d'univers. « Tu crois qu'on pourra un jour voyager plus vite que la lumière ?» demandait Cynthia, en versant du jus à Gélène. « Techniquement non, sauf si on plie l'espace-temps, » répondait Malcolm, yeux brillants. « Et ça, ce n'est pas de la magie ? » « Non, c'est de la relativité générale. » Cynthia l'écoutait, émerveillée et inquiète à la fois. Elle savait que son fils avait une intelligence hors norme. Elle le savait depuis l'âge de 4 ans, quand il avait démonté un vieux grille-pain juste pour comprendre pourquoi les résistances rougissaient. Depuis ce jour, elle ne cessait de se battre pour lui ouvrir des portes. Elle avait vu trop de garçons noirs brillants se faire écraser, invisibiliser, ou simplement ignorer. Mais Jefferson High School n'était pas prêt pour Malcolm. L'établissement, bien qu'élitiste, portait en lui des règles sociales invisibles, des codes implicites que Malcolm ne partageait pas. Il n'avait pas les bonnes marques, ne maîtrisait pas l'ironie bourgeoise, et surtout, il ne rentrait pas dans les cases. Trop silencieux pour être charismatique. Trop érudit pour être populaire. Trop noir pour être considéré comme un petit génie sans suspicion. Et le professeur Richard Barnett, dans sa tour d'ivoire académique, ne faisait rien pour l'aider. Il commença par l'interrompre chaque fois qu'il levait la main. Même lorsqu'il donnait une réponse exacte, Barnett trouvait une nuance à contester, un ton à critiquer, une méthode à rabaisser. « Evans, tu as une idée, ou tu veux qu'on te fasse un dessin ? C'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on attendait. Tu lis trop de théories et pas assez de manuels, Evans. » Parfois, il lui lançait des questions volontairement ambiguës ou imprécises, espérant qu'il se trompe pour mieux le corriger en public. Cela amusait certains élèves. Pas par cruauté, mais par soulagement, mieux valait que Barnett s'acharne sur Malcolm que sur eux. Certains ricanaient discrètement. D'autres baissaient les yeux, honteux mais passifs. C'était la loi tacite de la salle 214, survivre au Barnett Show. Et Malcolm, du haut de ses 15 ans, en était devenu l'invité principal. Mais il ne répliquait jamais. Il notait. Il observait. Il enregistrait. Il rentrait chez lui, relisait les leçons, cherchait les sources, les contre-exemples. Il dévorait des articles de recherche. Il rédigeait des commentaires dans son carnet de cuir, celui qu'il transportait partout comme un journal scientifique personnel. Il résistait en silence. Non pas par peur, mais par stratégie. Parce qu'il savait que le monde n'attendait pas de lui qu'il soit juste bon. Il devait être exceptionnel. Pas une fois. Toujours. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Pas quand on s'appelait Malcolm Evans. Pas quand on avait cette couleur de peau dans ce genre d'école. Pas dans une classe dirigée par Richard Barnett. L'hiver s'était installé à Jefferson High avec une certaine solennité. Le vent sifflait à travers les cadres des vieilles fenêtres, et la lumière du jour semblait plus pâle, presque bleutée. Dans la cour, des flocons s'accumulaient doucement sur les branches nues des érables, formant une dentelle blanche sur le béton froid. Les élèves, emmitouflés dans leurs manteaux, pressaient le pas pour se rendre en classe, comme pour fuir à la fois le froid et le poids des devoirs. Dans la salle 214, le silence était tendu. Le professeur Richard Barnett, plus rigide que jamais dans son costume de laine gris anthracite, tenait la craie entre 2 doigts. Son regard balayait la classe d'un air détaché, presque amusé. D'un geste lent, presque théâtral, il traça une équation longue, dense, sinueuse, une combinaison d'intégrales, de dérivées partielles et de notations vectorielles. C'était une équation sur la dynamique des fluides en régime non laminaire, un sujet qu'il n'avait jamais encore abordé avec cette classe. Un problème que, selon ses propres mots, même mes meilleurs étudiants de l'an dernier n'ont pas su résoudre. Les yeux se levèrent vers le tableau. Certains élèves fronçaient les sourcils, d'autres baissaient déjà les bras. Même ceux considérés comme doués savaient que cette équation n'avait rien d'un simple exercice. C'était une embuscade intellectuelle.
Barnett se tourna lentement vers ses élèves, savourant l'effet. Alors, dit-il d'une voix posée. Quelqu'un a-t-il le courage, ou l'audace, de s'y frotter? Un silence pesant s'installa. Puis il pointa légèrement du menton, avec ce sourire glacial qui lui servait de masque d'autorité. Evans. Voilà ta chance de nous montrer si tu es plus qu'un spectateur. Un léger frémissement parcourut la classe. Les têtes se tournèrent vers Malcolm. Un élève au fond murmura, à peine audible. Il va se ridiculiser. Malcolm, assis bien droit, referma calmement son carnet de cuir, le posa à côté de son pupitre, et se leva. Il n'avait pas l'air ni effrayé, ni sûr de lui. Juste concentré. Comme si on lui avait demandé de démonter un moteur ou de résoudre un puzzle. Il marcha vers le tableau d'un pas lent et maîtrisé. Chaque pas semblait suspendu, comme si le temps s'allongeait. Il saisit la craie. Son regard, d'abord dirigé vers Barnett, se posa ensuite sur les lignes complexes de l'équation. Il ne bougea pas pendant de longues secondes. Il lisait. Puis il analysait. Puis, sans hésitation, il commença. Une ligne. Puis une autre. Il redécomposa le problème. Il isolait les variables, corrigeait certaines notations sans les contredire, il les clarifiait. Puis, doucement, il introduisit une variante de l'approximation de Navier-Stokes, en s'appuyant sur une méthode lue récemment dans un article du MIT, qu'il avait imprimé chez lui après l'avoir découvert en naviguant sur un site universitaire. Il ne copiait pas une solution, il créait un raisonnement nouveau à partir de principes établis. Il utilisait un raisonnement itératif, ajoutait une hypothèse, puis la vérifiait en la ramenant à la condition initiale. Il avançait comme un chercheur. La classe était figée. Même les ricanements s'étaient évaporés. Seuls les grincements du chauffage rouillé osaient troubler le silence. 5 minutes plus tard, qui en avait semblé 50, Malcolm posa la craie. Il recula d'un pas, essuya ses mains sur son pantalon. Il resta là, sans un mot. Comme si le problème n'était pas personnel, mais juste, résolu. Barnett se leva lentement de son bureau. Il s'approcha du tableau avec prudence. Relut les lignes. Relut encore. Un pli naquit entre ses sourcils. Il traça du doigt certains passages, vérifia des égalités. Il tenta de trouver une faille. Une erreur. Un raccourci naïf. Il n'en trouva aucune. La solution n'était pas seulement juste. Elle était élégante. Rigoureuse. Mûrement réfléchie. Et, pire pour son ego, elle proposait une perspective qu'il n'avait lui-même jamais envisagée. Un vertige le prit. Il sentit une chaleur lui monter dans la gorge. Pas de colère. De déséquilibre. Il se redressa, fixant Malcolm. « Qui t'a aidé ?» demanda-t-il, d'une voix plus dure que nécessaire. Malcolm cligna doucement des yeux. Son regard restait calme. Il ne semblait ni vexé, ni flatté. « Personne, monsieur, dit-il avec simplicité. Je lis beaucoup. Et j'expérimente dans mon garage. Pas une trace de provocation. Juste la vérité, nue, immuable. » Ce soir-là, Richard Barnett ne dormit pas. Il s'était couché à 22h15, comme toujours, dans sa maison impeccablement rangée du quartier résidentiel de Maplewood. Le tic-tac de l'horloge murale rythmait le silence, mais son esprit refusait de se calmer. Allongé sur son matelas à mémoire de forme, les bras croisés derrière la tête, il fixait le plafond dans l'obscurité. Il revoyait l'équation. Chaque symbole. Chaque transformation. Chaque ligne écrite de cette main jeune et calme, avec une assurance qui n'avait rien d'arrogant. Ce n'était pas un coup de chance. C'était un raisonnement clair, profond, mûr. Et surtout, il revoyait le regard de Malcolm. Pas défiant. Pas jubilatoire. Juste, paisible. Comme s'il n'avait rien à prouver. Comme si la connaissance elle-même suffisait. Barnett soupira. Une sueur froide lui glissa dans le dos. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Il se leva, enfila son peignoir, descendit l'escalier en bois grinçant, et alluma la lampe de son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable et accéda au portail académique de Jefferson High. Il tapa,
Evans, Malcolm. Et là, le sol se déroba sous ses pieds. QI de 154, révélé lors des tests d'admission. Lauréat du concours régional de robotique de Lexington, 2021. Mention spéciale en ingénierie algorithmique lors de la foire des sciences du Kentucky. Recommandé par 2 universités, Stanford et Georgia Tech, pour des programmes avancés en physique expérimentale. Bénévole dans un club de soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Barnett resta figé. Tout ce qu'il croyait avoir vu ou plutôt, ce qu'il avait refusé de voir était là, noir sur blanc. Il n'avait pas seulement mal jugé. Il avait été aveuglé. Non par l'ignorance, mais par ses biais, ses réflexes, sa suffisance. Il ferma l'ordinateur. Et resta longtemps dans le noir, assis, le regard vide. Le lendemain matin, il entra en classe comme à son habitude, ponctuel, costume impeccable, air impassible. Mais quelque chose avait changé. Il ne dit rien à Malcolm. Pas un mot. Pas une excuse. Pas un compliment. Mais il l'observait désormais. Et ce qu'il vit ne fit qu'élargir la fracture intérieure. Malcolm continuait à exceller. Il répondait aux questions avec justesse. Il posait des hypothèses avancées avec un vocabulaire qui dépassait souvent celui de ses camarades. Mais il ne cherchait ni la reconnaissance, ni la revanche. Il ne cherchait rien. Un jour, entre 2 cours, Barnett sortit un peu plus tôt de la salle des profs. Il aperçut Malcolm dans le couloir, accroupi près d'un élève de première année, un garçon visiblement dépassé par un devoir de mathématiques. Malcolm tenait un crayon et dessinait un schéma sur le revers d'un cahier. Tu vois, c'est pas que tu sois mauvais. C'est juste que t'as appris à retenir, pas à comprendre. Regarde, pense à la pente d'une montagne. C'est ça, une dérivée. Le petit garçon acquiesçait, fasciné. Barnett s'arrêta, dissimulé derrière le coin du mur. Il écoutait. Il n'osait plus intervenir. Il le vit expliquer. Clarifier. Encourager. Avec patience. Avec une douceur naturelle. Avec pédagogie. Voilà donc ce que j'aurais pu être, si je n'avais pas confondu autorité avec supériorité, pensa-t-il. Ce garçon qu'il avait méprisé, humilié, réduit à un stéréotype, incarnait tout ce qu'un enseignant devait être. Pas dominateur. Pas juge. Mais passeur de lumière. Et dans le silence de ce couloir, Barnett sentit son masque craquer. Pas d'un coup. Mais par fissure. Le printemps était arrivé sur Jefferson High School comme une promesse douce après un hiver long et chargé. Les cerisiers du jardin central étaient en fleurs, et la lumière tiède inondait les couloirs, redonnant aux murs fatigués une teinte plus humaine. C'était le jour de la cérémonie annuelle des mérites académiques, un événement prestigieux, attendu, ritualisé. Les parents, les professeurs, les membres du conseil d'administration s'étaient réunis dans l'auditorium principal, un ancien théâtre rénové, aux rideaux cramoisis et aux moulures dorées. Les élèves étaient assis en uniforme, impatients, stressés, certains répétant mentalement leur discours. Au fond de la salle, Cynthia Evans, en blouse d'infirmière, serrait la main de son petit Gélène, qui balançait ses jambes trop courtes au bord de sa chaise. Son regard ne quittait pas la scène, le cœur gonflé de fierté. Sur scène, les récompenses défilaient, meilleure moyenne, progrès en mathématiques, esprit d'équipe. Mais soudain, une annonce suspendit le silence. Et cette année, le prix du jeune innovateur revient à Malcolm Evans. Une salve d'applaudissements s'éleva, spontanée, suivie d'un second mouvement, des gens se levèrent. D'abord quelques camarades. Puis des enseignants. Et, enfin, des parents qu'ils ne connaissaient même pas. Malcolm monta lentement sur scène. Il portait une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre, et, comme toujours, son carnet de cuir dans la poche intérieure de sa veste. Il ne souriait pas exagérément. Il semblait, calme, entier, profondément présent. Il prit la parole. Sa voix était claire, posée, mais tremblait légèrement au début. Je dédie ce prix à ma mère, Cynthia Evans, qui travaille de nuit pour que ses enfants puissent rêver le jour. C'est elle qui m'a appris que la connaissance n'est pas une arme, mais une forme de résistance.
Elle m'a appris à lire les étoiles quand le monde me fermait les portes. Un murmure d'émotion parcourut la salle. Puis il ajouta, en posant un regard tendre sur son petit frère. Et je le dédie à Gélène, mon petit frère. J'espère devenir pour lui ce que je n'ai pas toujours eu, un modèle. Quelqu'un qui montre que l'on peut être différent, brillant, et rester doux. Les applaudissements furent encore plus intenses. Certains élèves avaient les larmes aux yeux. Même le proviseur s'essuya discrètement les paupières. Mais le moment le plus inattendu vint après. Une silhouette se leva dans le fond de la scène. Une silhouette droite, mais hésitante. Le professeur Richard Barnett. Tout le monde se figea. Il gravit les marches lentement, comme s'il portait un fardeau invisible. Son visage était pâle, tendu. Il se posta à côté de Malcolm, puis s'avança vers le micro. Ses mains tremblaient. Un peu. Juste assez pour que ceux au premier rang le remarquent. Il inspira profondément. Et parla. Pendant des années, j'ai cru que ma mission était d'enseigner. Que le savoir que je transmettais suffisait à faire de moi un bon professeur. Je pensais qu'en imposant la discipline, j'inculquais la rigueur. Que l'autorité était le chemin vers l'excellence. Il marqua une pause. Le silence était total. Mais cette année, un élève m'a prouvé que j'avais tort. Un élève m'a montré que l'humilité est le premier pas vers la véritable éducation. Que l'intelligence ne crie pas. Qu'elle est claire. Et qu'elle peut venir de là où on refuse trop souvent de regarder. Il se tourna lentement vers Malcolm. Malcolm, tu m'as appris ce que je n'ai jamais appris à Harvard, ni dans aucun de mes manuels. Tu m'as enseigné que la grandeur ne fait pas de bruit. Elle agit. Puis, dans un geste lent, presque cérémoniel, il lui tendit la main. Malcolm hésita une seconde, puis la serra. Mais Barnett, dans un élan sincère, l'attira brièvement contre lui, dans une étreinte sobre, pudique, mais profondément humaine. Et là, la salle se leva. En silence. Un à un. Certains les mains jointes. D'autres, les yeux humides. Il n'y eut pas de discours plus fort que ce geste. Dans ce bref moment suspendu, les rôles s'étaient inversés. Le professeur s'était incliné. L'élève avait élevé. Et toute une communauté avait été témoin, non pas d'une simple réussite, mais d'une réconciliation entre la vérité et l'humilité. 10 ans plus tard, Malcolm Evans est devenu une figure incontournable dans le monde scientifique. Il travaille désormais comme chercheur en astrophysique appliquée à l'université de Stanford, où il dirige un laboratoire spécialisé dans les simulations gravitationnelles et les structures cosmiques. Mais plus encore que ses découvertes, ce sont ses interventions publiques qui marquent les esprits. Il voyage à travers le monde, Tokyo, Nairobi, Genève, Atlanta, Accra, Berlin, portant sa voix au-delà des équations. Partout où il va, il ne parle pas seulement de trous noirs, de matière noire ou d'expansion galactique. Il parle aussi de résilience, d'identité, et de justice silencieuse. Dans chacune de ses conférences, lorsqu'on lui demande ce qui l'a mené là, il raconte une histoire. J'étais un enfant qu'on regardait de travers, dit-il. Je parlais trop peu. Je lisais trop. J'aimais les circuits imprimés plus que le football. Et on m'a jugé. Très vite. Très mal. Mais j'ai compris, un jour, qu'on ne peut pas contrôler le regard des autres. Seulement ce qu'on en fait. Ces mots, il les dit sans amertume, mais avec une lucidité désarmante. Et souvent, des jeunes dans le public pleurent. Parce qu'ils se reconnaissent. De temps à autre, dans sa boîte mail, un message discret apparaît. Toujours avec un objet sobre, question rapide, merci pour ton dernier article. Ce sont des messages de Richard Barnett. Il est désormais retraité. Il vit dans une petite maison près d'un lac, dans le Missouri. Il relit des ouvrages qu'il n'avait jamais ouverts. Il s'intéresse à la pédagogie bienveillante. Il écrit, aussi. De longs courriels à Malcolm. Parfois pour poser des questions scientifiques. Parfois pour évoquer un souvenir. Parfois, simplement pour dire. Je suis toujours en train d'apprendre, grâce à toi. Leur relation a changé. L'élève est devenu mentor. Le maître, un homme en reconstruction.
Il n'y a plus de hiérarchie. Seulement une vérité partagée, celle de deux hommes unis par une rencontre qui a tout bouleversé. Un jour d'automne, Malcolm reçut une invitation. L'école Jefferson High l'invitait comme invité d'honneur pour la cérémonie de la nouvelle promotion. Il accepta, avec un sourire discret. Quand il arriva, la salle n'avait pas changé. Les rideaux rouges. Les moulures. La même odeur de bois verni et de papier ancien. Mais lui, il n'était plus le même garçon de 15 ans. Il monta sur scène, salua les élèves, les professeurs, et prit la parole. Il parla de persévérance. De silence intérieur. Du fait d'être hors norme. Et il termina en disant : ne laissez personne définir vos limites. Même ceux qui ont du pouvoir sur vous. Les limites les plus dangereuses sont celles qu'on finit par croire vraies. À la fin de son intervention, alors que l'assistance se dispersait, un jeune garçon noir s'approcha. Il portait une chemise trop grande, un cartable usé. Mais ce qui attira l'attention de Malcolm, ce fut le carnet de cuir brun qu'il serrait contre lui. Identique à celui qu'il portait autrefois. Le garçon leva timidement les yeux. « Vous pensez que, moi aussi je peux y arriver ?» demanda-t-il, la voix tremblante, presque coupable d'oser espérer. Malcolm se pencha. Il vit dans ses yeux cette étincelle fragile, celle qu'on essaie souvent d'éteindre chez les enfants comme lui. Il posa une main sur son épaule. « Tu es déjà en train de réussir. Tu es curieux. Tu es là. Et tu poses la bonne question. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Pas même toi. » Le garçon hocha la tête, les yeux brillants. Puis, lentement, il esquissa un sourire. Un vrai. Un premier. Ce soir-là, en quittant l'auditorium, Malcolm regarda une dernière fois la scène. Là où il s'était tenu, 10 ans plus tôt. Là où il avait été jugé, testé, puis reconnu. Et il sut, au plus profond de lui, que le cercle était bouclé. Mais que l'histoire ne faisait que commencer, pour un autre.